Si tu arrives à monter ce cheval, je t'épouserai. Ces mots rompent le silence stupéfait qui règne dans l'arène, tranchant et froid comme du verre brisé. Quelques rires nerveux parcourent les investisseurs alignés sur la plateforme d'observation. Le son est rapidement absorbé par l'espace caverneux. Personne ne sait vraiment s'il faut rire ou non. Sur le sol recouvert de sable, Cecilia Fairchild se tient debout, les bras croisés, dans une posture aussi rigide et inflexible que les poutres d'acier qui soutiennent le toit de son empire. Sa voix, amplifiée par l'acoustique de l'arène, était purement venimeuse, enveloppée de soie. Il s'agissait bien sûr d'une plaisanterie, d'une cruelle exécution publique de la dignité d'un homme destiné à mettre fin à un spectacle embarrassant. Le spectacle en question est un étalon nommé Nyx, une bête aux muscles noirs et à la fureur pure, qui se cabre actuellement sur ses pattes arrière, ses sabots fendant l'air à quelques centimètres de la tête du plus cher entraîneur de chevaux au monde. L'entraîneur recule à quatre pattes, le visage pâle de terreur. Nyx est l'échec à 10 millions de dollars de Cecilia, un champion génétiquement parfait, dangereusement et psychotiquement indomptable. Et il vient de le prouver une fois de plus devant ses clients les plus importants. L'homme à qui s'adressait son défi ne bronche même pas. Il se tient à quelques mètres de là, tenant un balai à main abandonné. Quentin Wilder, le palefrenier, le concierge, l'homme qui nettoie les écuries et disparaît dans l'ombre comme un fantôme. Il avait commis l'erreur de s'avancer, de lever la main et de prononcer un seul mot à voix basse qui, pendant une seconde choquante, avait fait cesser la furie de l'étalon déchaîné. C'est ce moment de paix, cette lueur de contrôle de la part d'un homme en salopette graisseuse qui a poussé Cecilia à bout. C'était une insulte à son système, à sa technologie, aux millions qu'elle avait dépensés pour des experts qui se recroquevillaient maintenant dans la poussière. Eh bien, insiste Cecilia, les lèvres retroussées en un sourire narquois. Vous pensez avoir une sorte de don magique? Le monde entier vous regarde. Quentin ne la regarde pas. Ses yeux sont rivés sur le cheval. Il voit ce que les autres ne voient pas. Pas un monstre, mais un animal terrifié qui hurle dans le seul langage qu'ils connaissent. Il voit le tremblement des oreilles du cheval, la peur qui se lit dans ses yeux cerclés de blanc, le frémissement de ses flancs puissants. Il lâche le balai. Le seul bruit est celui du bruit sourd sur le sable. Il fait un pas vers l'étalon. Le dresseur professionnel, maintenant debout, lui crie un avertissement. « Recule, il va te tuer. » Quentin l'ignore. Il garde son corps détendu, ses épaules baissées, se faisant plus petit, moins menaçant. Il ne tend pas la main pour se faire mordre. Il reste simplement là, inspirant et expirant. Un îlot de calme dans une mer de panique. Nyx l'observe en reniflant, les naseaux dilatés. Le cheval avance d'un pas lourd, comme pour le défier. Quentin ne recule pas. Il penche simplement la tête dans un geste de curiosité et non d'agressivité. Depuis la plateforme d'observation, Cecilia regarde, son sourire narquois se transformant peu à peu en un froncement de sourcils incrédule. Cela n'est pas censé se produire. Le concierge est censé reculer, s'excuser, être intimidé par ses moqueries. Il n'est pas censé retenir l'attention d'un animal qui vient de faire fuir un homme médaillé 3 fois aux Jeux olympiques. Papa. Une petite voix murmure depuis les gradins. Une petite fille aux grands yeux inquiets s'agrippe à la balustrade. Elodie, la fille de Quentin. Il l'entend et, pour la première fois, son regard se détourne du cheval pour se poser sur elle. Il lui fait un petit signe de tête presque imperceptible. Tout va bien. Puis il reporte son attention au centre de l'arène, sur le défi qui l'attend. Il regarde au-delà du cheval, son regard croisant enfin celui de Cecilia à travers l'étendue de sable. Il n'a pas l'air en colère. Il n'a pas l'air intimidé. Il a juste l'air fatigué. Mais sa voix, lorsqu'elle se fait entendre, est claire et ferme, portant dans le silence chargé. J'accepte. Les rires des investisseurs s'éteignent instantanément. Même le cheval semble s'immobiliser, ses oreilles tournées vers le son de sa voix. Le masque d'arrogance parfaitement sculpté de Cecilia se fissure. Elle cligne des yeux, complètement déstabilisée. Elle s'attendait à des excuses évasives, pas à un accord. Elle avait lancé une grenade de sarcasme, s'attendant à ce qu'il plonge pour se mettre à l'abri. Au lieu de cela, il l'a attrapée, a retiré la goupille lui-même et la lui a rendue. « Très bien, dit-elle sèchement,
se remettant rapidement. Très bien, vous avez un mois. Dans un mois, cette installation accueille la Coupe d'automne. Vous le montrez lors de l'exposition d'ouverture devant tout le monde. Elle ajoute la dernière partie comme une menace, un rappel de l'ampleur de l'humiliation qui l'attend. Quentin acquiesce à nouveau d'un petit signe de tête. Un mois, accepte-t-il, puis il fait quelque chose qui provoque un murmure collectif parmi les spectateurs. Il tourne le dos à l'étalon. Il marche calmement vers la porte, sans se retourner, comme s'il quittait un chien endormi et non une bête enragée. Nix, pour des raisons que personne ne comprend, ne charge pas. Il reste simplement là, à regarder cet homme étrange et silencieux s'éloigner. Quentin se dirige droit vers sa fille, la prend dans ses bras et, sans un mot, disparaît par le tunnel de sortie, laissant derrière lui un silence stupéfait, une entraîneuse terrifiée, un cheval confus et une PDG très secouée, debout au milieu de son monde parfaitement contrôlé, qui vient d'être plongé dans le chaos par le dernier homme auquel elle s'attendait. Les investisseurs commencent à murmurer, leur voix formant un bourdonnement de confusion et d'intrigue. Le dresseur en chef de Cecilia, un homme nommé Corgan, s'approche d'elle, le visage blême. « Zell Fairchild, vous n'êtes pas sérieuse. Cet homme est un concierge. Le cheval va le mettre en pièces. » Cecilia ne répond pas. Elle fixe l'espace vide où se tenait Quentin. La dignité tranquille dont il faisait preuve était plus exaspérante que n'importe quelle insulte criée. Il n'avait pas joué son jeu. Il avait simplement changé les règles. « Découvrez qui il est, » dit-elle d'une voix grave et autoritaire. « Je veux tout savoir. D'où il vient, pour qui il travaille, ce qui lui donne l'audace de penser qu'il peut dompter le diable en personne. » Son assistant, un jeune homme nommé Finn, acquiesce nerveusement. « Oui, mademoiselle Fairchild, et ramenez ce cheval dans son box, » ajoute-t-elle en tournant le dos à la reine. « Et doublez le protocole de sécurité autour de son enclos. Si notre concierge veut jouer au cowboy, il le fera selon mes conditions. » Alors qu'elle s'éloigne à grands pas, le poids de sa ridicule déclaration publique commence à peser sur ses épaules. Elle, Cecilia Fairchild, titan de l'industrie, venait de se fiancer à un palefrenier devant les personnes mêmes qu'elle devait impressionner. Un goût amer envahit sa bouche. « Peu importe, » se dit-elle, « il va échouer. Il viendra me supplier de le libérer de son engagement dans une semaine et j'aurai le plaisir de le licencier. » Mais alors qu'elle entre dans l'ascenseur, un doute froid et importun s'insinue dans son esprit. L'image des yeux calmes et déterminés du concierge, la façon dont le cheval le plus violent qu'elle ait jamais vu s'était simplement arrêté. Elle avait voulu l'humilier pour faire de lui un exemple. Mais alors que la porte de l'ascenseur se refermait, elle ne pouvait se défaire du sentiment terrifiant que, devant tout le monde, il avait d'une manière inexplicable fait d'elle un exemple. Le lendemain matin, l'atmosphère chez Fairchild Equine Dynamics est lourde de chuchotements. Les palefreniers parlent à voix basse tout en pensant les chevaux primés. Les cadres dans le bâtiment principal sirotent leur café et spéculent derrière les portes vitrées dépolies. L'histoire du pari bizarre du PDG avec un concierge a déjà fait son chemin. Une mauvaise herbe tenace dans le monde parfaitement entretenu de Cecilia. Cecilia se trouve dans son bureau penthouse, un espace stérile de cuir blanc et de chrome qui surplombe l'ensemble des installations. Elle n'a pas dormi. Sur un écran géant qui affiche habituellement les cours de la bourse et les analyses de marché, elle passe en boucle les images de vidéosurveillance de la reine. Elle les regarde sans le son, se concentrant sur le langage silencieux de la scène, la terreur explosive du cheval, la peur recroquevillée de son entraîneur et de Quentin Wilder. Elle zoome sur son visage. Il n'y a ni arrogance ni bravade, juste un calme profond et troublant. Elle le regarde tourner le dos à l'étalon et s'éloigner. Ce n'était pas un acte de domination. C'était un acte de rejet, comme si l'animal de 10 millions de dollars n'était même pas une menace. Qui était cet homme? Son assistant, Finn, entre dans la pièce, tenant une tablette comme un bouclier. Mademoiselle Fairchild, la vérification préliminaire des antécédents de Quentin Wilder est terminée. Et elle demande, sans quitter l'écran des yeux. « C'est justement ça, » dit Finn d'une voix hésitante. « Il n'y a presque rien. Il est employé ici depuis 2 ans. Avant cela, il occupait un poste de concierge dans un entrepôt dans l'État voisin. Avant cela, rien. Aucune trace d'un Quentin Wilder avec son numéro de sécurité sociale au cours de la dernière décennie. C'est comme s'il n'avait jamais existé. » Cecilia se retourne enfin et prend la tablette.
Elle fait défiler les rares informations disponibles. Aucune expérience équestre, aucune licence professionnelle, aucun casier judiciaire. Juste un homme et sa fille, Elodie, qui est inscrite à l'école publique locale. C'est un fantôme, un homme sans passé qui peut calmer une bête que personne d'autre ne peut toucher. Le mystère s'épaissit et Cecilia ressent un frisson qu'elle éprouve rarement. L'intrigue, à des kilomètres de là, dans un petit appartement de 2 chambres qui sent la sueur et le linge propre. Quentin Walder est assis à une petite table en bois. Il recoude une déchirure dans un petit sac à dos en toile. Elodie est assise en face de lui, le front plissé par la concentration, en train de dessiner dans un carnet. La page est remplie de chevaux. Pas le monstre furieux d'hier, mais des créatures gracieuses aux yeux doux qui courent dans des champs de fleurs sauvages. Il n'y a aucune trace de l'homme qui a accepté un défi impossible. Il n'y a qu'un père. Ses gestes sont prudents et délibérés. Il répare le sac d'école de sa fille. Il ne voulait pas de cela. L'attention est dangereuse, l'attention suscite des questions, et les questions peuvent déterrer un passé qu'il s'est efforcé sans relâche d'enterrer. Il a accepté ce travail ici parce que c'était calme, parce que cela lui permettait d'être près des chevaux sans être l'homme qu'il était autrefois. C'était une sorte de pénitence, une façon de vivre dans l'ombre de son ancienne vie. « Papa », dit Elodie d'une voix douce et murmurée. C'est le premier mot qu'elle prononce depuis hier. Elle parle rarement à quelqu'un d'autre que lui. Elle pousse le carnet de croquis à travers la table. Il regarde le dessin. Dans le coin, à côté des chevaux dociles, elle a dessiné un grand étalon noir. Mais celui-ci n'est pas en colère. Il est immobile et un petit bonhomme, lui, se tient calmement à côté de lui. Il sent une boule se former dans sa gorge. Il avait accepté le défi pour que le cheval cesse de souffrir. Mais en regardant ce dessin, il se rend compte qu'il l'a aussi fait pour elle, pour lui montrer que toutes les choses grandes et puissantes ne sont pas forcément à craindre, pour lui montrer que le monstre de ses souvenirs ne doit pas nécessairement être le monstre de son avenir. La convocation arrive 1 heure plus tard. Une voiture noire arborant le logo Fairchild s'arrête devant leur modeste immeuble. Quentin doit se présenter immédiatement au bureau du directeur informatique. Lorsqu'il entre dans le penthouse, toute l'équipe de direction est réunie. Le formateur Corganman le regarde avec une hostilité ouverte. Finn, l'assistant, évite son regard. Et Cecilia est assise derrière un immense bureau en marbre, telle une reine sur son trône. Elle fait glisser un épais document relié en cuir sur le bureau. « Notre contrat », dit-elle d'une voix dénuée de toute émotion. « Mes avocats l'ont rédigé ce matin. Il décrit les termes de notre accord. C'est un jeu de pouvoir, une nouvelle tentative pour l'intimider, pour le remettre dans le carcan d'un simple employé. La pièce est silencieuse lorsqu'il le prend. Il feuillette les pages, le visage impassible. Le document est rempli de jargon juridique, de clauses sur les droits médiatiques, d'accords de confidentialité, de décharges de responsabilité. Quentin se dirige vers Finn, prend un stylo de la main tremblante de l'assistant et retourne vers le bureau. Devant toute l'équipe de direction, il commence à modifier le document juridique valant plusieurs millions de dollars. Il trace une ligne ferme sur toute la section consacrée aux apparitions dans les médias. Il biffe la clause qui donne à Fairchild et Cohen le droit d'analyser et de reproduire ses méthodes d'entraînement. Puis, au bas de la dernière page, il ajoute une seule phrase en lettres majuscules. Toutes les séances avec les chevaux doivent se dérouler en privé. Pas d'observateur, pas de capteur, aucune interférence d'aucune sorte. Il fait glisser le document sur le bureau. « Ce sont mes conditions », dit-il calmement. Corgan, l'entraîneur, ricane. « C'est ridicule. Comment pouvons-nous évaluer les progrès sans observation? Ces méthodes pourraient être dangereuses. »« Mes méthodes, » dit Quentin, les yeux dans les yeux avec Corgan pour la première fois, ne vous regardent pas. Cecilia fixe la phrase ajoutée. C'est un défi direct à tout ce en quoi elle croit. Tout son empire est construit sur des données, sur l'observation, sur l'analyse technologique. Il lui demande d'agir sur la seule chose qu'elle n'a pas, la foi. Sa fierté lui dicte de refuser, de déchirer le contrat et de le licencier sur le champ. Mais l'image de lui dans l'arène lui revient à l'esprit. Le fantôme sans passé, le mystère. « Très bien, dit-elle, le mot a le goût de cendre. Vous avez droit à votre vie privée. » Elle lui fait signe de partir. « Votre première séance est cet après-midi. Ne soyez pas en retard. »
Plus tard dans la journée, Cecilia est assise dans son bureau. Sa promesse de confidentialité est déjà rompue. Sur son écran, elle voit les images en direct d'une caméra de sécurité silencieuse haute définition cachée dans les chevrons de la nouvelle enceinte renforcée de Nix. C'est sa seule échappatoire. Elle ne se laissera pas priver de ses données. La porte du paddock s'ouvre et Quentin entre. Il porte les mêmes vêtements de travail simples que d'habitude. Nix se trouve à l'autre bout de l'enclos. Son corps est tendu. Dès qu'il aperçoit Quentin, il rabaisse les oreilles et pousse un hennissement furieux, grattant le sol de ses sabots. Quentin ferme la porte derrière lui et reste immobile. Il ne s'approche pas du cheval. Il ne tend pas la main. Il n'a ni fouet, ni corde, ni seau de friandises. Il s'appuie contre la clôture à environ 15 mètres de l'étalon instable et attend pendant 1 heure. Rien ne se passe. Nix fait les 100 pas, renifle et fait parfois semblant de charger, s'arrêtant brusquement pour voir si l'homme va reculer. Quentin ne bouge pas. Il reste simplement là, immobile et silencieux. Il ne s'entraîne pas. Il ne fait rien. Dans son bureau, Cecilia se penche vers l'écran, le front plissé, partagé entre la confusion et la fureur. Que fait-il? C'est une perte de temps. C'est une insulte. C'est sa grande méthode pour ne rien faire. Elle regarde les minutes s'écouler. La tension à l'écran, un étrange ballet silencieux entre un cheval enragé et un homme immobile. Elle sent monter en elle une vague de frustration. Pourtant, elle ne parvient pas à détourner le regard. Pendant 3 jours encore, ce rituel bizarre se poursuit. Chaque après-midi à 15 heures, Quentin Wilder entre dans le paddock hautement sécurisé et, pendant 1 heure, il ne fait absolument rien. Il s'appuie contre la clôture, les bras détendus, le regard doux et vague. Il fait partie du paysage aussi inanimé que l'abreuvoir ou les poteaux de la clôture. Et pendant 3 jours encore, Nix fait une démonstration de terreur. Il charge la clôture, remuant le sable de ses sabots puissants. Il se cabre et pousse un cri de rage assourdissant qui résonne dans les écuries. Il est une tempête de fureur noire, et Quentin est l'œil silencieux et immobile en son centre. L'établissement est un foyer de ragots. Les autres entraîneurs et palefreniers se moquent ouvertement des méthodes de Quentin. Ils appellent cela la méditation du concierge ou le grand regard fixe. Corgan, l'entraîneur en chef, est pratiquement apoplectique. Il se plaint à Cecilia 2 fois par jour. C'est un charlatan, un imposteur, insiste Corgan, debout devant son bureau. Il ridiculise tout notre programme. La Coupe d'automne est dans moins de 4 semaines. À ce rythme, la seule façon dont il montera ce cheval, c'est dans son propre cortège funèbre. La patience de Cecilia, déjà à bout, finit par céder. Elle a regardé chaque minute des séances de Quentin grâce à sa caméra cachée, et sa frustration grandit à chaque heure d'inaction qui passe. C'est une femme d'action, de résultats, de données. Cette résistance silencieuse et passive est un langage qu'elle ne comprend pas, et cela la met en rage. Elle trouve Quentin après sa séance, non pas dans le paddock, mais dans la sellerie principale. Il nettoie méticuleusement un ensemble de brides en cuir, ses mains bougeant avec la même efficacité silencieuse que lorsqu'il balaye le sol. L'odeur du savon pour sel et du cuir vieilli flotte dans l'air. Il est redevenu concierge, palefrenier, un homme qui appartient à l'arrière-plan. Le contraste entre cette tâche subalterne et la confiance divine dont il fait preuve dans l'arène est saisissant. « À quoi jouez-vous, Wilder ?» demande-t-elle d'une voix aiguë, le faisant lever les yeux de son travail. Il cligne des yeux comme surpris de la voir ici, dans ce coin modeste de son empire. « Je ne joue à rien, Mademoiselle Fairchild. Et vous ?» Elle s'approche d'un pas, ses talons claquant sur le sol en béton. Parce que d'où je suis assise, on dirait que c'est exactement ce que vous faites. Vous restez debout dans ce paddock pendant 1 heure chaque jour sans rien faire. Pensez-vous vraiment pouvoir apprivoiser un cheval comme Nix en l'ennuyant à mourir? Quentin pose la bride et s'essuie les mains sur un chiffon doux. Il la regarde et son regard est si direct, si dépourvu de crainte, qu'elle ressent le besoin involontaire de reculer d'un pas. Nix ne s'ennuie pas, dit-il calmement. Il apprend. Apprendre quoi? À rester immobile. Il apprend que ma présence n'est pas synonyme de pression, explique Quentin d'une voix patiente, comme s'il s'adressait à un enfant. Toutes les personnes qui sont entrées dans son espace voulaient quelque chose de lui. Elles avaient une corde, un fouet ou une seringue. Elles venaient avec des attentes,
avec de l'ambition, et il répondait par la violence. Il a passé toute sa vie à crier, et personne ne s'est jamais arrêté pour l'écouter. Cecilia le regarde, stupéfaite. Écoutez, c'est un cheval, pas un philosophe. Il a besoin d'être dompté, d'apprendre à obéir. On dompte une chose qui est destinée à être brisée, dit Quentin, et il y a une lueur dure et froide dans ses yeux. On ne peut pas forcer la confiance, parle Fairchild. Elle doit être offerte. Je crée simplement un espace où il se sent suffisamment en sécurité pour l'envisager. Ces mots restent suspendus dans l'air entre eux, une attaque directe contre toute sa philosophie de vie, le contrôle, la domination, la volonté. Ce sont les piliers sur lesquels elle a construit son monde. Il lui dit qu'ils ne valent rien. Donc votre grande stratégie consiste à attendre, demande-t-elle, la voix empreinte d'incrédulité. Vous avez moins de 4 semaines pour monter un cheval indomptable. Et votre plan consiste à attendre qu'il vous accorde sa confiance. C'est le seul plan qui ait une chance de fonctionner, répond-il. Elle secoue la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Vous êtes un imbécile. Elle se retourne et s'éloigne, le bruit de ses talons résonnant comme une retraite brusque et furieuse. Quentin la regarde s'éloigner, puis se retourne vers son travail. Ses mains sont fermes lorsqu'il prend la bride, mais son esprit est ailleurs. Il pense à une autre cavalière, à un autre cheval. Il pense à sa femme, Lyra. Le souvenir lui revient sans qu'il le veuille, aussi vif qu'un éperon, le rugissement de la foule lors d'un rodéo, l'odeur de la poussière et de la sueur. Lyra, riant, le visage rayonnant de vie, perché au sommet d'un puissant cheval sauvage. Elle était intrépide, une cavalière qui rivalisait avec le feu du cheval par son propre feu. Lui, il était calme, celui qui travaillait avec des murmures et de la patience. Ils étaient les deux faces d'une même médaille. Mais le monde de la compétition équestre, le monde incarné par Cecilia, exigeait davantage. Plus de risques, plus de feu. Un jour, un cheval a trébuché, une boucle s'est cassée et le feu s'est éteint. Il ferme les yeux un instant. La vieille douleur, familière, lui pesait sur la poitrine. Ce monde d'ambition et de pression lui avait tout pris. Il avait brisé sa vie et réduit sa fille au silence. Il était venu ici pour y échapper, pour vivre dans l'ombre et le calme. Et maintenant, Cecilia Fairchild, avec ses yeux froids et ses exigences impossibles, essayait de le ramener dans ce monde. Il ne dompte pas seulement un cheval. Il combat le fantôme du monde qui l'a détruit. L'après-midi suivant, Quentin entre dans le paddock pour la 5e fois. La routine est la même. Il ferme la porte, s'appuie contre la clôture et attend. Nix, comme prévu, commence son numéro. Il renifle, il gratte le sol, il charge dans le vide. La rage est toujours là, un bouillon de peur et d'agressivité. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Après 20 minutes de fureur, le cheval s'arrête. Il se tient à l'autre bout de l'enclos, le corps trempé de sueur, la poitrine haletante. Il respire difficilement, mais son énergie frénétique s'est apaisée. Et il regarde Quentin. Il ne le défie pas. Il ne le menace pas. Il l'observe simplement. Ses oreilles, qui étaient rabattues en arrière sous l'effet de la colère, se dressent maintenant vers l'avant, signe de curiosité. « Qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ?» semble-t-il demander par ce geste. Dans son bureau, Cecilia se penche en avant, les yeux rivés sur l'écran. Elle remarque elle aussi le changement. Le léger changement dans la posture du cheval, le regard adouci de ses yeux. Pendant 4 jours, elle a observé une tempête. Aujourd'hui, pour la première fois, elle voit une éclaircie dans les nuages. C'est un détail minime, insignifiant. Mais dans la guerre silencieuse qui oppose le concierge et la bête, on dirait que le premier coup de feu vient d'être tiré, et contre toute logique, ce n'est pas la bête qui l'a tiré. Une semaine passe, chaque jour étant le reflet du précédent. Quentin entre dans le paddock, prend sa place tranquille et attend. Le changement dans les cris, autrefois subtils, devient plus prononcé. Les charges furieuses cessent. Les crises de crise raccourcissent, remplacées par de longues périodes d'observation intenses et silencieuses. Le cheval est une énigme, et il examine lentement, prudemment, la nouvelle paix étrange qui est entrée dans son monde. Quentin, sentant le changement, modifie son approche. Le 8e jour, il ne s'appuie pas contre la clôture. Il marche jusqu'au centre du paddock et s'assoit lentement par terre, les jambes croisées dans le sable. Ce simple geste change toute la dynamique. Il n'est plus une silhouette grande et droite,
mais une petite silhouette au sol. Nix observe cette nouvelle évolution, la tête haute, les oreilles dressées comme des satellites, essayant de traiter les informations. Il fait quelques pas en avant, puis s'arrête, puis en fait quelques autres. Pour la première fois, l'espace entre eux commence à se réduire, non par agressivité, mais par curiosité. Ce soir-là, Élodie accompagne son père aux écuries. Elle ne s'approche jamais du paddock, le souvenir du bruit des sabots encore trop vif, mais elle se tient dans l'allée principale de la grange bien éclairée, tenant la main de son père pendant qu'il prépare le repas du soir de Nix. L'étalon est dans son box, une forteresse en acier renforcée. Quand il voit Quentin, il émet un son grave dans sa gorge, un hennissement presque doux. C'est un son que personne d'autre n'a jamais entendu de sa part. Élode serre plus fort la main de son père. Elle regarde l'animal magnifique et intimidant, et sa peur est toujours là, comme une pierre froide dans son estomac. Mais maintenant, elle est mêlée à autre chose, de l'émerveillement. Pendant que Quentin s'occupe de l'abreuvoir, elle sort une petite carotte bosselée de sa poche. Sa main tremble lorsqu'elle l'attend et la pose sur le bord du bac à nourriture de l'écurie, une offrande silencieuse, avant de se réfugier rapidement auprès de son père. Quentin voit le geste. Il pose une main sur sa tête et ne dit rien, mais son cœur se gonfle d'un espoir qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Dans la suite Penthouse, Cecilia devient obsessive. Elle a annulé 3 réunions pour regarder le drame silencieux se dérouler sur son écran. Elle voit les pas hésitants de Nix. Elle voit le lien discret entre le père et la fille. D'accord, ces petits moments humains sont les pièces d'un puzzle que son esprit logique ne parvient pas à assembler. Ce concierge ne se contente pas d'entraîner un cheval. Il accomplit une sorte de miracle discret, et cela se passe dans le seul endroit où elle ne peut exercer son contrôle. Sa frustration face au manque d'informations sur les antécédents de Quentin Wilder s'est transformée en un besoin de réponse. Elle engage un détective privé, un agent de la vieille école spécialisée dans la recherche de fantômes. « Peu importe le prix », lui dit-elle au téléphone. « Trouvez-moi le passé de Quentin Wilder. » La pression de l'entreprise s'intensifie également. Leland Blackwood, membre senior du conseil d'administration et vestige de l'ancien monde équestre, demande un entretien privé. Il s'assoit dans l'un de ses fauteuils en cuir blanc, le dos raide, en signe de désapprobation. « Cecilia, commence-t-il d'un ton condescendant, le conseil d'administration est inquiet. Votre petit pari avec un palefrenier fait désormais parler de lui dans le milieu. Cela nous donne l'air frivole, peu sérieux. »« Mon petit pari, répond Cecilia d'une voix dangereusement calme, est un risque calculé. »« Vraiment ?» Leland hausse un sourcil sceptique. « Ou s'agit-il d'une obsession? Vous avez investi des millions dans cet étalon sans aucun retour. Maintenant, vous misez la réputation de l'entreprise sur un concierge. Les gens disent que vous avez perdu la main. Dites-leur, dit Cecilia en se penchant en avant, que j'explore un autre modèle d'entraînement, un modèle qui pourrait révolutionner l'industrie s'il réussit. C'est un mensonge, une rumeur d'entreprise qu'elle vient d'inventer. Mais le dire à haute voix le rend presque vrai. Leland n'est pas convaincu. Veillez à ce qu'il réussisse, dit-il en se levant pour partir. L'Autumn Cup est une vitrine importante. Le conseil d'administration attendra des résultats, pas des expériences folkloriques. Son avertissement reste en suspens longtemps après son départ. La pression vient de toutes parts, de son conseil d'administration, de son propre esprit logique, du temps qui passe. Tout dépend de l'homme silencieux dans le paddock. 2 semaines après le lancement du défi, le moment est venu. Quentin est assis au centre du paddock depuis près d'1 heure. Nix a passé tout ce temps de l'autre côté de l'enclos, faisant semblant de l'ignorer, mais il l'a observé. Quentin peut sentir le regard du cheval. Lentement, Quentin se lève. Il ne regarde pas le cheval. Il brosse le sable de son pantalon et commence à marcher, non pas vers le cheval, mais en décrivant un cercle lent et large autour du paddock. Son chemin le maintient à une distance respectueuse. Nix observe chacun de ses mouvements. Quentin s'arrête, sans toujours le regarder. Il tend la main, paume vers le bas, détendu, une invitation sans exigence. Il attend une minute entière. Rien ne se passe. Le seul bruit est celui du vent qui siffle doucement à travers les chevrons de la reine. Cecilia, dans son bureau, retient son souffle. Puis l'étalon fait un pas, puis un autre. Il se déplace avec une grâce lente et délibérée qu'elle n'a jamais vue auparavant. Il comble la distance qui les sépare. Son approche est si silencieuse qu'elle en est
presque révérencieuse. Il s'arrête juste devant Quentin, sa tête massive à quelques centimètres de la main tendue. Il est une statue de marbre noir et de puissance contenue. Il pourrait tuer l'homme d'un seul coup violent. Il baisse la tête, ses naseaux se dilatent lorsqu'il sent la main de l'homme. Il hésite. Le souvenir d'une vie de peur et d'agressivité se heurte à ce nouveau sentiment étrange de paix. Puis, avec une douceur qui semble impossible pour une créature aussi puissante, Nix tend le cou et touche doucement, timidement, du bout de son museau velouté, le centre de la paume de Quentin. Le contact ne dure qu'une seconde, mais c'est un événement sismique. En un seul contact silencieux, une barrière se brise. Un traité est signé. En regardant son écran, Cecilia ressent un choc, un véritable choc qui parcourt tout son corps. Elle porte la main à sa bouche. Elle a vu l'impossible. Elle vient d'être témoin de son monstre à 10 millions, son symbole du chaos indomptable. Choisir de se connecter avec un autre être vivant. Et cela n'a pas été fait par la force, ni par la technologie, mais avec une patience tranquille dont elle commence à réaliser qu'elle est un pouvoir bien plus grand que le sien. L'image du nez du cheval touchant la paume de Quentin reste gravée dans l'esprit de Cecilia. Elle repasse la vidéo de surveillance une douzaine de fois. Elle la ralentit, zoom, analyse chaque détail. Le regard adouci de Nix, ses oreilles détendues, la façon dont Quentin ne bronche pas, ne semble même pas respirer. Tout son empire repose sur la prédiction et le contrôle des résultats. Mais il s'agit là d'un acte de pure grâce, imprévisible. C'est une variable qu'elle ne peut pas prendre en compte, une donnée qui contredit tous ses algorithmes. Elle ressent une douleur étrange et inconnue dans sa poitrine. C'est le sentiment d'avoir tort. Profondément, fondamentalement tort. Le lendemain matin, le rapport du détective privé arrive. C'est un dossier épais, relié en cuir, livré par un coursier qui ressemble plus à un manuscrit historique qu'à une vérification des antécédents. Cecilia renvoie son assistante et verrouille la porte de son bureau. Elle ouvre le dossier et le fantôme de Quentin Wilder commence à prendre forme. Tout y est, déterré des archives poussiéreuses des journaux de petites villes et des blogs équestres obscurs. Des photos défraîchies et granuleuses d'un jeune homme robuste et souriant qui ressemble à la fois à Quentin et qui ne lui ressemble pas du tout. Sur chaque photo, il est accompagné d'une femme fougueuse et rieuse aux cheveux couleur nuit. Lyra Wilder, sa femme. Les articles racontent l'histoire d'une légende. La famille Wilder, originaire du cœur du Montana, pratiquait depuis des générations une forme d'équitation qui relevait plus de l'art que de la science. Il parlait d'un lien avec les chevaux qui frisaient le mystique. Les coupures de presse louaient Quentin comme le dernier et le plus doué de sa lignée, un prodige capable de calmer les esprits les plus brisés. Lui et sa femme formaient un duo célèbre, prêt à faire connaître leur méthode révolutionnaire et douce sur la scène mondiale. Puis survint la tragédie. Un seul titre saisissant dans un journal local datant d'il y a 6 ans. La championne d'équitation Lyra Wilder, tuée dans un tragique accident lors de la finale nationale de rodéo. L'article est bref, décrivant une défaillance technique exceptionnelle, un cheval tombé, une vie éteinte dans un nuage de poussière. Il n'y a plus d'articles sur Quentin Wilder après cette date. Lui et sa jeune fille, Elodie, qui était présente ce jour-là, ont tout simplement disparu. La méthode Wilder semblait avoir disparu avec sa femme. Cecilia se penche en arrière sur sa chaise, le dossier posé sur ses genoux. Le concierge discret, l'homme qu'elle avait raillé et ridiculisé, n'est pas un fantôme. C'est un exilé, un roi en fuite, qui nettoie les sols du royaume qu'il était destiné à diriger. Le poids de sa propre arrogance l'accable. La demande en mariage sarcastique, qui était autrefois un moyen de l'humilier publiquement, lui semble désormais être un sacrilège. Elle ne voit pas Quentin de toute la journée. Il ne se présente pas à sa séance de l'après-midi avec Nix. Son absence inquiète Cecilia, mais elle comprend. Il n'est pas son employé, elle ne peut pas le convoquer. C'est un homme qui agit selon ses propres conditions. Elle le trouve ce soir-là, longtemps après le coucher du soleil, alors que les écuries sont plongées dans le silence. Il n'est ni dans la sellerie ni dans les box. Il est assis sur une botte de foin dans le manège sombre. Le même manège où elle l'avait défié pour la première fois. La seule lumière provient de la lune, qui projette de longues ombres sur le sable. Elodie dort sur une couverture à côté de lui, son carnet de croquis serré dans la main. Cecilia s'approche lentement, ses pas étouffés par le sol mou. Il ne semble pas surpris de la voir. Il continue simplement à fixer le vide.
Il avait besoin d'une journée, dit Quentin d'une voix calme. Moi aussi. Elle s'arrête à quelques mètres de lui, le gros dossier de l'enquêteur lui semblant lourd dans la main, même si elle l'a laissé dans son bureau. Je sais qui vous êtes, dit-elle, les mots lui semblant insuffisants. Il ne répond pas, continuant simplement à regarder les ombres. La manière la plus sauvage, poursuit-elle, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai lu des choses sur votre famille, sur votre femme. Elle marque une pause, puis ajoute. Je suis désolé. Il tourne enfin la tête pour la regarder. Dans la pénombre, elle peut voir les rides profondes et fatiguées autour de ses yeux. Désolé pourquoi? Pour ce qui s'est passé? Ou pour ce que vous avez découvert? La question est un défi silencieux. Pour mon ignorance, admet Cecilia, et l'honnêteté de cet aveu la surprend elle-même. J'ai vu un concierge. Je n'ai pas vu l'homme. Il hausse légèrement les épaules, l'air fatigué. C'était le but. Personne n'était censé le voir. Il reste assis dans un silence fragile. Au loin, un cheval hennit doucement. C'est Nix. Pourquoi ici? Demande Cecilia, sa curiosité l'emportant sur sa fierté. De tous les endroits au monde où disparaître. Pourquoi venir au cœur du monde que tu fuyais? Pourquoi travailler pour une entreprise qui représente tout ce que tu dois détester? Quentin regarde sa fille endormie, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Après la mort de Lyra, commence-t-il, la voix rauque à cause du souvenir. Le silence était le plus difficile à supporter. Élodie a cessé de parler. Et les chevaux étaient tout ce qui me restait de ce monde, de ma famille, d'elle. Je ne voulais pas les entraîner. Je ne voulais pas faire de compétition. J'avais juste besoin d'être près d'eux. Ils sont la seule chose qui me semble honnête. Ils se moquent de votre nom de famille ou de votre fortune. Ils se soucient uniquement de ce qu'il y a dans votre cœur. Il fait un geste vague en direction des installations ultramodernes qui s'étendent autour d'eux. Je suis donc venu dans l'endroit le plus grand et le plus bruyant que j'ai pu trouver, et j'ai pris le travail le plus calme que j'ai pu trouver. Cecilia regarde cet homme, la profonde simplicité de son raisonnement, et sent la logique complexe et implacable de sa propre vie commencer à rouiller et à se décomposer. Elle a passé des années à construire des murs, à acquérir du pouvoir, à contrôler toutes les variables, tout cela pour se protéger du chaos du monde. Et lui s'était protégé en embrassant la seule chose qu'elle ne pourrait jamais comprendre, l'humilité. Elle remarque que le carnet de croquis d'Elod est tombé ouvert sur la couverture. Elle distingue à peine le dessin à la lumière de la lune. C'est Nix. Il court dans un champ, sa crinière et sa queue flottant librement. Et sur son dos, petite et intrépide, se trouve une petite fille au visage souriant. Une nouvelle compréhension tacite passe entre eux dans l'obscurité silencieuse de l'arène. Le défi, le contrat, le pari sarcastique. Tout cela ressemble à un jeu stupide d'une autre vie. Les véritables enjeux sont enfin devenus clairs. Il ne s'agissait pas d'un homme apprivoisant un cheval. Il s'agissait d'un homme essayant de sauver sa fille et d'une femme qui commençait tout juste à réaliser qu'elle avait peut-être besoin d'être sauvée elle-même. Le lendemain matin de leur conversation dans l'arène, une note est envoyée à tous les cadres supérieurs de Fairchild et Cohen Dynamics. Le langage est clair, formel et absolu. À compter de ce jour, Quentin Wilder est promu au poste de consultant spécial en formation. Il aura un accès illimité à toutes les installations et son autorité concernant l'étalon Nix sera considérée comme définitive. Il est interdit à tout autre membre du personnel d'interagir avec le cheval sans l'accord direct de M. Wilder. La note provoque une onde de choc dans l'entreprise. Corgan la lit et jette sa tablette sur son bureau avec dégoût. Leland Blackwood y voit une déclaration de guerre. Cecilia n'a pas seulement toléré le concierge, elle l'a sacré. Le changement de statut n'a aucune importance pour Quentin, mais la liberté qu'il lui procure signifie tout pour lui. La barrière tacite entre lui et Cecilia ayant désormais disparu, son travail avec Nix s'accélère. Les progrès sont stupéfiants. Une simple caresse de la main devient un rituel quotidien. Bientôt, Quentin était capable de panser les talons, passant des brosses sur les flancs puissants du cheval. Nix, qui autrefois essayait de mordre et de donner des coups de sabot à quiconque s'approchait, se tient désormais tranquillement, la tête baissée, un doux grognement de satisfaction dans la poitrine. Quentin introduit une couverture de sel, la posant délicatement sur le dos du cheval. Au début, Nix tremble.
Ses muscles se contractent comme des serpents, le souvenir des traumatismes passés remontant à la surface. Mais Quentin pose simplement une main apaisante sur son cou, lui murmurant d'une voix basse et calme, et les tremblements s'atténuent. Il ne pousse pas, il ne force pas, il offre et il attend. Et jour après jour, le cheval accepte. La guérison d'Elod suit le rythme de celle des chevaux. Elle passe désormais tous ses après-midi dans les écuries, petite ombre silencieuse de son père. Elle a pris l'habitude de lire à haute voix un livre de contes de fées à Nyx qui se tient calmement dans son box. Sa voix est encore un murmure timide, mais elle est claire et régulière, et s'affirme à chaque page. Un après-midi, Cecilia passe par là et entend la voix d'Élodie et le doux broutage du cheval. La scène est empreinte d'une paix si douce et si impossible qu'elle doit s'arrêter et s'appuyer contre un mur. Son cœur est douloureux, envahi par un sentiment qu'elle ne peut nommer. Mais cette paix est fragile, et certains ne la voient pas comme un miracle, mais comme une menace. Leland Blackwood observe depuis l'ombre, sa rancœur se transformant en un plan. Il voit la transformation de Cecilia, son adoucissement, comme une faiblesse qui met en péril la réputation intransigeante de l'entreprise. Il décide qu'il doit mettre fin à ce conte de fées. Il trouve un jeune palefrenier mécontent, un garçon qui en veut à Quentin pour son ascension soudaine. Quelques centaines de billets et une instruction discrète suffisent. Les instructions sont simples. Rappeler au cheval ce que signifie avoir peur. Le lendemain matin, tout est détruit. Quentin arrive aux écuries et découvre une scène de chaos. La porte du box de Nyx est tordue, les gonds en acier grincent. Le cheval est à l'intérieur, trempé de sueur, les yeux hagards de terreur. Il y a des éraflures récentes sur ses flancs, et une peur profonde et brute ait remplacé la confiance tranquille que Quentin avait si soigneusement construite. Quand Nick le voit, il ne lui adresse pas un hennissement de salutation. Il hurle et se jette contre le mur du fond. Un son paniqué, désespéré. Le cœur de Quentin se serre. Il voit des semaines de travail patient, de confiance tranquille, effacées dans une seule nuit de terreur. Le cheval ne le laisse pas s'approcher, sursautant violemment dès qu'il fait un pas vers lui. Le lien est rompu. La nouvelle se répand dans l'établissement comme un virus. Corgan arrive, l'air sombre et satisfait. « Je vous l'avais dit », dit-il à son personnel, assez fort pour que Quentin l'entende. « On ne peut pas changer la nature d'une bête. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne craque. » C'est le moment auquel Cecilia s'était préparée sans le savoir. L'ancienne Cecilia aurait considéré cela comme une expérience ratée, une confirmation que la nature est chaotique et que le contrôle est la seule réponse. Elle aurait limité les pertes, mis fin au contrat et probablement fait euthanasier le cheval. Mais lorsqu'elle arrive à l'écurie, son visage est un masque de fureur froide. Elle observe la scène, le cheval terrifié, le sourire triomphant de Corgan et la douleur silencieuse et dévastatrice dans les yeux de Quentin. Elle passe devant Corgan comme s'il n'existait pas et se tient devant le box. « Que s'est-il passé ?» demande-t-elle à Quentin d'une voix basse. « Je ne sais pas, » répond-il d'une voix creuse. Quelqu'un ou quelque chose a tout détruit. Il est à nouveau terrifié. « Non, » dit Cecilia, et la certitude dans sa voix fait que Quentin et Corgan la regardent tous les deux. Il n'a pas simplement régressé. Regardez ses yeux. Ce n'est pas de l'agressivité. C'est un traumatisme. Quelqu'un lui a fait ça. Elle se retourne, son regard balayant l'ensemble du personnel. Ses yeux sont comme des éclats de glace. Cette écurie est désormais bouclée. Personne n'entre ni ne sort. Je veux les enregistrements de toutes les caméras de cette propriété pour les 12 dernières heures. Je veux que tous les employés soient interrogés. Elle se retourne ensuite vers Quentin, son expression s'adoucissant de manière presque imperceptible. Elle le regarde, non pas comme un consultant, ni comme un concierge, mais comme un partenaire dont le travail vient d'être profané. « Ce n'est pas ta faute, Quentin, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu m'as montré que la confiance était possible. Maintenant, je vais découvrir qui a eu le culot de la détruire. » Elle regarde tour à tour Quentin et l'animal souffrant. « Je vais découvrir qui a fait du mal à mon cheval. » Les mots restent suspendus dans l'air, telle une déclaration d'allégeance. Elle et Quentin ne sont plus dans des camps opposés. Ils sont désormais du même côté dans une guerre. Un homme calme qui guérit de ses mains et une femme puissante qui protège avec son feu, unis contre un poison qui s'est infiltré dans leur monde. Cecilia Fairchild en chasse est une chose terrifiante à voir.
Elle transforme son bureau penthouse en salle de guerre, recouvrant les murs de verre de calendriers et de listes de personnel. Les images de sécurité provenant de dizaines de caméras défilent en boucle sur son écran principal, un ballet silencieux à plusieurs panneaux de la vie quotidienne de l'établissement. Finn, son assistant, fonctionne à coups de café et de peur, allant chercher des journaux de données et des dossiers personnels. Pendant 2 jours, l'enquête ne donne rien. Les images autour de l'écurie de Nix ne montrent aucun personnel non autorisé, aucune activité suspecte. C'est un flux propre, ce qui rend tout cela d'autant plus suspect. Personne n'est aussi propre, marmonne Cecilia, fixant l'écran jusqu'à en avoir les yeux brûlants. Trouver les failles. Pendant qu'elle mène sa guerre des données, Quentin mène sa propre bataille, beaucoup plus silencieuse. Il tire une botte de foin jusqu'à l'écurie de Nick et s'assoit là du lever au coucher du soleil. Il n'essaie pas d'entrer. Il n'essaie pas de toucher le cheval. Il se contente d'être témoin de sa douleur. Il lui parle d'une voix basse et murmurante, lui racontant les vieilles histoires que son grand-père lui racontait, parlant du temps, des dessins d'Élode, de tout et de rien. Il reconstruit des fondations, non pas sur du sable, mais sur les décombres d'une explosion. C'est un travail lent et pénible. Le cheval l'ignore pendant des heures, tremblant dans un coin de son box, mais la voix de Quentin est une constante, un point d'ancrage familier dans un nouvel océan de terreur. Lentement, jour après jour, le cheval commence à tourner la tête vers le son. Il commence à écouter. La percée dans l'enquête vient d'un jeune technicien informatique qui remarque une anomalie dans les données des journaux du serveur. Le flux de la caméra 12B n'était pas clair, explique-t-il à Cecilia, qui a l'air hagard. C'est une boucle parfaite de 4 minutes qui a été rejouée pendant plus d'1 heure tard dans la nuit. Quelqu'un l'a insérée pour créer un angle mort. C'est tout ce dont Cecilia a besoin. Grâce à l'horodatage de l'angle mort, elle recoupe toutes les autres caméras de la propriété et le trouve. Une image granuleuse provenant d'une caméra à longue portée montre Leland Blackwood, ses cheveux argentés brillant sous une lampe de service, remettant un petit objet et une enveloppe au jeune palefrenier mécontent. C'est circonstanciel, mais cela suffit. Elle convoque Leland dans son bureau. Il arrive avec un air de préoccupation suffisante. « Cecilia, ma chère, j'ai entendu parler du malheureux incident avec les talons. Il est peut-être temps d'admettre la défaite. » Il s'interrompt lorsqu'il voit l'image sur l'écran derrière son bureau. C'est un arrêt sur image de lui et du palefrenier. « La défaite est une question de perspective, Leland, dit Cecilia d'une voix dangereusement calme. Par exemple, j'imagine que la CCC considérerait qu'un membre du conseil d'administration conspirant pour manipuler un actif de plusieurs millions de dollars à des fins personnelles comme une défaite assez importante pour la carrière de ce membre du conseil. » Le visage de Leland pâlit. C'est une accusation scandaleuse. Cela ne prouve rien, n'est-ce pas? Les doigts de Cecilia dansent sur son clavier. Une nouvelle image apparaît à l'écran. Des relevés bancaires montrant un retrait important sur le compte de Leland et un dépôt correspondant sur celui du palefrenier. Le garçon s'est montré très coopératif une fois que nous lui avons expliqué la définition juridique de la cruauté envers les animaux. Il avait peur que vous ruiniez sa carrière. Il ne s'était pas rendu compte que je pouvais aller beaucoup plus loin. Leland fixe l'écran, vaincu. L'arrogance calculatrice disparaît de son visage, laissant place à la peur d'un homme qui a été complètement et totalement surpassé. « Vous êtes fini, Leland, » dit Cecilia d'une voix qui ne laisse aucune place à la négociation. « Vous allez présenter votre démission du conseil d'administration avec effet immédiat pour raisons personnelles. Vous perdrez votre indemnité de départ. Et si jamais j'entends à nouveau votre nom associé au monde équestre, je divulguerai cette information à tous les grands médias, d'ici à Dubaï. Suis-je clair? » Il ne peut qu'acquiescer. Un homme brisé. Il sort de son bureau, son héritage en lambeaux. Cecilia le regarde partir, mais elle ne ressent aucun triomphe, seulement une résolution froide et dure. Elle a extirpé le cancer. Maintenant, elle doit sauver le patient. Elle trouve Quentin assis sur sa botte de foin, immobile dans sa veille silencieuse. La coupe d'automne est désormais dans 9 jours. La tâche semble plus impossible que jamais. Elle reste longtemps à ses côtés, observant le cheval toujours terrifié. « C'était Leland Blackwood, dit-elle doucement. Il est parti. Cela ne se reproduira plus. » Quentin acquiesce, les yeux rivés sur Nix. Peu lui importe qui a fait cela.
La confiance est rompue. Est-ce encore possible? Demande-t-elle, la question crue et vulnérable. Peux-tu encore le faire? Il reste silencieux pendant un long moment. La confiance est plus difficile à reconstruire qu'à établir la première fois, dit-il, sa voix lourde du poids de cette vérité. Je ne sais pas. À ce moment-là, une petite silhouette apparaît au bout de l'allée de la grange. C'est Élodie qui tient son livre de contes de fées. Elle marche avec une détermination qui les surprend tous les deux. Elle s'arrête juste à l'extérieur de l'écurie, à quelques mètres de son père. Nix la voit, se tend et se déplace nerveusement. Élodie ne semble pas avoir peur. Elle regarde le magnifique animal blessé. Son expression est empreinte d'une profonde empathie. Elle ouvre son livre et commence à lire d'une voix claire et douce. C'est l'histoire d'un dragon enfermé dans une grotte sombre qui avait oublié la sensation du soleil. Quentin et Cecilia la regardent, fascinés. La voix douce d'Elo emplit l'écurie silencieuse. Quelque chose commence à changer chez le cheval. La terreur sauvage dans ses yeux s'adoucit. Ses oreilles, qui étaient rabattues en arrière par la peur, se détendent puis se redressent, écoutant le son de l'histoire racontée par l'enfant. Il fait un pas hésitant vers l'avant de la stalle. C'est une lueur d'espoir, une petite étincelle dans l'obscurité écrasante. Le cheval n'a pas tout oublié. Il se souvient de l'enfant, il se souvient de sa voix. Quentin regarde tour à tour sa fille et le cheval, puis il tourne son regard vers Cecilia. Une nouvelle flamme brillait dans ses yeux, une détermination forgée face à cette nouvelle cruauté délibérée. Le désespoir a fait place à une détermination farouche. « Nous devons essayer, dit-il. Les 9 derniers jours sont un tourbillon de travail acharné et désespéré. Ils deviennent une famille étrange et autonome, tous les trois contre le monde, leur vie tournant autour des humeurs et des peurs d'un cheval blessé. Quentin fait preuve d'une patience studieuse et implacable, passant chaque heure de veille avec Nix. Il ne le pousse pas à accepter à nouveau une selle ou un bridon. Au lieu de cela, il recommence depuis le début, regagnant petit à petit la confiance qui lui avait été volée. Il emmène Nix dans l'arène éclairée par la lune tarde, dans la nuit, lorsque les installations sont calmes, et se contente de marcher avec lui, laissant le cheval se familiariser à nouveau avec le vaste espace ouvert à son rythme. Élodie est sa compagne constante. Sa présence calme et intrépide devient un élément essentiel de la thérapie. Elle lit tout son livre de contes de fées à l'étalon. Sa voix douce est une présence apaisante constante dans l'écurie. Elle lui confectionne des couronnes de fleurs sauvages maladroites que Quentin place délicatement sur la porte du box. Cecilia devient étonnamment la gardienne de leur sanctuaire. Elle annule un contrat de 10 millions de dollars à Dubaï, déléguant toutes ses tâches importantes à un conseil d'administration stupéfait. Elle troque ses talons hauts contre des bottes plates et pratiques et passe ses journées à l'écurie. Elle n'est pas là pour superviser, elle est là pour servir. Elle leur apporte leur repas. Elle y monte personnellement la garde à l'entrée de l'écurie, repoussant les employés curieux et la presse d'un regard si froid qu'il pourrait geler le feu. Elle écoute Élodie Reid et se laisse captiver par les histoires simples de dragons et de rois oubliés. Elle n'est plus une PDG observant d'une expérience. Elle en fait partie, participante volontaire à ce miracle silencieux et désespéré. Le jour de la Coupe d'automne arrive comme un jugement. Les installations sont transformées, grouillant de milliers de spectateurs, de journalistes et de l'élite du monde équestre. Les bannières claquent au vent et l'air bourdonne d'anticipation. Cecilia a revêtu son armure, un tailleur impeccable, et affiche une confiance inébranlable. Elle se fraye un chemin à travers la foule, saluant les investisseurs et les dignitaires, mais son esprit est à 1000 lieues de là, dans la solitude tranquille des écuries. Elle trouve Quentin et Élodie dans un box privé avec Nix. Le cheval est scellé, mais il est tendu, ses oreilles frémissent au rugissement de la foule lointaine. Quentin lui caresse le cou, ses lèvres bougeant dans une conversation silencieuse. Élodie tresse un petit ruban bleu dans la crinière sombre du cheval. La scène est un îlot de calme impossible au milieu d'un ouragan. Cecilia s'approche d'eux, ses pas silencieux sur le foin moelleux. Quentin la regarde et elle voit dans ses yeux la même détermination tranquille que le jour où il a accepté son défi. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit-elle d'une voix à peine audible. Ces mots lui semblent étrangers. Depuis qu'elle est adulte, battre en retraite n'a jamais été une option. On peut annuler, je ferai une déclaration.
On n'a rien à leur prouver. Quentin la regarde, puis Elodie, puis le magnifique animal nerveux à côté de lui. Un petit sourire triste effleure ses lèvres. Ce n'est pas pour eux, dit-il. Cela n'a jamais été pour eux. Il passe sa main sur le cou puissant de Nyx. C'est pour lui montrer qu'une foule ne signifie pas forcément de la douleur, qu'un bruit fort ne signifie pas forcément de la peur. Il regarde Elodie, qui lui fait un signe de tête courageux et confiant. Il est temps de donner une nouvelle fin à son histoire. Le moment est venu. La voix de l'annonceur de la reine résonne dans les haut-parleurs, pleine de scepticisme théâtral. Et maintenant, dans une exhibition spéciale, le cheval qui est devenu une légende pour toutes les mauvaises raisons, Nyx, propriété de Fairchild et Quinn, présenté par M. Quentin Wilder. Un lourd silence s'abat sur la foule alors que Quentin conduit Nyx dans la vaste arène brillamment éclairée. Les yeux du cheval sont écarquillés, absorbant la mer de visage. Il s'effraie, recule, son corps tremble. C'est le moment. Le traumatisme remonte. Quentin s'arrête. Il tapote le cou du cheval, murmurant quelque chose que lui seul peut entendre. Puis, dans un geste qui provoque un halètement collectif dans le stade, il tend la main et détache calmement la bride en cuir. Il fait glisser tout l'appareil, le mors et la bride, de la tête du cheval et le laisse tomber sur le sable. Nouveau cri de surprise. Il se prive de tout contrôle, de tout moyen de diriger ou d'arrêter cet animal imprévisible. Il pose ses mains sur le garrot du cheval, regarde la foule stupéfaite et, d'une voix claire et assurée qui n'a pas besoin de micro, il dit « Il s'appelle Nyx et ce n'est pas un monstre. » Puis, avec une grâce fluide qui semble impossible, il se hisse sur le dos nu de l'étalon. Pendant un long moment à couper le souffle, le cheval et son cavalier restent parfaitement immobiles au centre de l'arène. Puis Quentin déplace son poids, un ordre subtil et silencieux, et ils se mettent en mouvement. Ce n'est pas une chevauchée, c'est une danse. Il n'y a pas de démonstration explosive de puissance, pas de rouade, pas de lutte. Il n'y a que l'harmonie. Ils glissent sur le sol, se déplaçant comme un seul être. Une allure lente et gracieuse, puis un galop puissant et rapide. Les mains de Quentin reposent doucement sur le cou du cheval. Son corps bouge en parfaite synchronisation avec l'animal sous lui. Il guide l'étalon avec rien d'autre que la confiance, un langage fait de poids, de souffle et d'intention partagée. La foule est complètement silencieuse. Des milliers de personnes retiennent leur souffle. Elles sont témoins de quelque chose de primitif, de magique. Ce n'est pas un homme qui dompte un cheval, c'est un homme qui a guéri un cheval. Et le cheval lui rend maintenant l'appareil. Dans la loge du propriétaire, Cecilia se tient debout, les mains appuyées contre la vitre, les larmes coulant sans retenue sur son visage. Son monde soigneusement construit, fait de contrôle et de données, a été balayé par cette démonstration de confiance pure et inquantifiable. Près de la large porte, Elode observe son visage illuminé d'un sourire si éclatant qu'il pourrait éclipser les lumières du stade. Quentin ramène Nyx lentement et doucement au centre de l'arène. Il glisse du dos du cheval et, tandis que la foule reste plongée dans un silence stupéfait, il appuie son front contre celui de l'étalon. Nyx pousse un long soupir et se penche vers lui. Pendant un instant, seuls les battements de leurs deux cœurs résonnent dans le vaste espace silencieux. Puis une seule personne commence à applaudir. Une autre se joint à elle, puis une autre, puis tout le stade explose. C'est une ovation assourdissante et tonitruante, un rugissement de pure admiration. Ce n'est pas un cri de victoire, mais de reconnaissance. Un hommage à l'homme discret qui a écouté un cri et y a répondu par un murmure, rappelant ainsi à tous que les cœurs les plus sauvages ne sont pas conquis. Ils ne font qu'un. Le rugissement de la foule n'est qu'un tonnerre lointain et insignifiant. Au centre de l'arène, le monde de Quentin s'est réduit à l'espace entre lui et le cheval. Il murmure un mot d'éloge à Nyx, caressant le cou humide de sueur de l'étalon. Le cheval, calme et stable, se penche vers sa main, lui accordant une confiance absolue. Quentin prend doucement la simple corde qu'il avait enroulée autour du cou du cheval et commence à le conduire hors de l'arène, loin des applaudissements tonitruants, vers le calme des écuries. Il ne regarde pas la foule, ne répond pas à l'ovation. Le spectacle n'était pas pour eux. De retour dans la solitude feutrée de la grange, l'air sent le foin et l'accomplissement. Élodie court vers lui et lui jette les bras autour des jambes. « Tu as réussi, papa !» s'exclame-t-elle d'une voix claire et pleine d'une jouie qui avait disparu depuis des années. « Tu as dansé avec lui !» dit Quentin en la soulevant dans ses bras,
le cœur plus comblé qu'il ne l'avait été depuis très longtemps. « C'est un bon danseur, n'est-ce pas? » dit-il en embrassant le sommet de sa tête. Cecilia arrive quelques minutes plus tard. La PDG en armure a disparu, remplacée par une femme aux joues baignées de larmes et aux yeux remplis d'une lumière douce et vulnérable. Elle n'apporte ni champagne ni félicitations des investisseurs. Elle porte un simple thermos et 3 tasses dépareillées qu'elle a trouvées dans la salle de pause du personnel. Sans un mot, elle leur verse à chacun une tasse de chocolat chaud, dont l'odeur sucrée emplit l'espace silencieux. Ils s'assoient ensemble sur une botte de foin. Le puissant PDG, le cavalier silencieux et la petite fille qui avait retrouvé sa voix. Ils forment une famille étrange et improbable, forgée dans le creuset du sarcasme et de la confiance. Nick se tient paisiblement dans son box à proximité, grignotant un flocon d'alfalfa, les regardant de temps en temps de ses yeux doux et intelligents. Après un long silence confortable, Cecilia se tourne vers Quentin. Son expression est sérieuse, son regard inébranlable. « Eh bien, dit-elle d'une voix calme mais claire, un marché est un marché. » Quentin la regarde par-dessus le bord de sa tasse. Il ne voit aucune moquerie dans ses yeux, seulement un respect sincère et profond. Il s'autorise enfin un vrai sourire, une expression chaleureuse et authentique qui illumine tout son visage. « Ce n'était pas le prix, Cecilia, » dit-il doucement. Il fait un signe de tête en direction de Nix, puis jette un coup d'œil à Elodie, qui est appuyée contre lui, somnolente. C'est ça le prix. Le voir courir sans crainte, l'entendre rire à nouveau, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il regarde à nouveau Cecilia. Tu es officiellement libérée de notre contrat. Cecilia expire sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Un sourire lent et soulagé se dessine sur son visage. Merci, dit-elle. Puis elle pose sa tasse, son expression passant du soulagement à une nouvelle détermination. Dans ce cas, j'ai une nouvelle proposition, une vraie cette fois. Elle regarde tour à tour Quentin et le magnifique cheval. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement un tour, c'était une philosophie. C'était la preuve de quelque chose que cette industrie a oublié. Je ne veux pas laisser cela disparaître à nouveau. Elle prend une inspiration. Je veux créer une nouvelle division de Fairchild Equine, une fondation, le Wilder Way Trust. Ce serait un sanctuaire, un endroit pour les chevaux comme Nix, ceux que le monde a brisés et jetés. Un endroit pour guérir, pas pour briser. Je veux que vous le dirigiez. Plus d'uniforme de concierge, plus besoin de vous cacher dans l'ombre. Je veux que vous enseigniez, que vous guérissiez. Je fournirai le financement, les ressources, le côté commercial. Toi, tu apporteras l'âme. Quentin la regarde, stupéfait. Elle ne lui offre pas seulement un travail, mais aussi sa vie, son héritage, un avenir qu'il ne pensait plus jamais avoir. Il regarde Elodie et voit la voie à suivre, une voie lumineuse et pleine de sens, là où il n'y avait autrefois que de l'ombre et du chagrin. Il n'a pas besoin de dire un mot. La réponse est dans ses yeux. 6 mois plus tard, le domaine de l'ancien manoir Blackwood, que Cecilia a discrètement acquis, n'est plus une ruine. La propriété délabrée a été transformée en une maison paisible et spacieuse pour le Wilder Way Trust. Le bruit des travaux a été remplacé par le hennissement doux des chevaux et les rires des enfants. Quentin, vêtu d'une simple chemise et d'un jean, se tient dans un pâturage verdoyant. Il n'est plus concierge, mais enseignant. Entouré d'un groupe d'adolescents en difficulté, il leur montre comment approcher un maire sauvé, doux et ouvert, avec un cœur serein. Ses méthodes deviennent légendaires. Une révolution silencieuse dans un monde bruyant. À quelques pas de là, Elodie, qui bavarde maintenant joyeusement, mène un petit poney Shetland. Sa peur des chevaux n'est plus qu'un lointain souvenir. Elle montre à son nouvel ami, un garçon timide de la classe de Quentin, comment tresser des fleurs dans la crinière du poney. Cecilia s'approche, non pas en tailleur, mais en jean et bottes confortables. Elle se tient à côté de Quentin et qu'elle regarde la scène ensemble. Son entreprise est plus prospère que jamais. Sa nouvelle entreprise est saluée comme un mélange visionnaire de compassion et de commerce. Mais le regard calculateur qui la caractérisait a disparu, remplacé par un calme chaleureux et constant. Leland Blackwood a envoyé un don la semaine dernière, dit-elle, avec une pointe d'amusement dans la voix. Un don assez important, anonyme bien sûr. Quentin rit.
Même les horloges cassées donnent leur tête d'un lire juste 2 fois par jour. Ils se tiennent debout dans un silence confortable, observant leurs deux mondes, autrefois si éloignés, désormais fusionnés en une seule et même belle réalité. C'est le résultat du pari le plus ridicule jamais fait. Un défi sarcastique qui, contre toute attente, s'est transformé en une seconde chance pour eux tous. Tu sais, dit Cecilia en se tournant vers lui, l'air doux, tu n'as jamais officiellement refusé ma première proposition. Quentin regarde la femme qui s'était moquée de lui, l'avait défié, avait enquêté sur lui et avait finalement cru en lui. Il voit la partenaire qui l'a soutenu, la protectrice qui s'est battue pour lui et l'ami qui a partagé un chocolat chaud avec sa fille sur une botte de foin. Il tend la main et prend la sienne, ses doigts s'entrelaquant facilement avec les siens. « Je suis un homme patient, Cecilia, » dit-il, les yeux pétillants. « Je crois qu'il faut laisser la confiance grandir à son propre rythme. » Elle sourit, un sourire sincère et radieux qui illumine ses yeux. Et ensemble, ils se tiennent debout et regardent le soleil se coucher sur le sanctuaire qu'ils ont construit. Un témoignage non pas d'un accord remporté, mais d'un amour mérité. Et sur ces mots, les dernières mots s'évanouissent. Mais l'histoire reste. J'aime à penser que chaque histoire laisse derrière elle un peu de lumière pour nous aider à voir notre propre vie plus clairement. Je suis curieuse. Quelle est la vérité de cette histoire que vous pensez garder en vous? Et comme toujours, cela signifie beaucoup pour moi de savoir où cette histoire a trouvé sa place. N'hésitez donc pas à partager la ville ou le pays d'où vous l'écoutez. Je crois que les histoires sont comme une boussole. Elles ne nous donnent pas toujours les réponses, mais elles peuvent nous aider à trouver notre propre chemin. Si vous croyez qu'il faut naviguer dans la vie avec un peu plus de cœur, pensez à vous abonner. Nous sommes tous des compagnons de voyage ici, partageant des récits pour la route qui nous attend. Merci d'avoir passé cette heure avec moi. Votre temps est précieux et le fait que vous ayez choisi de le passer ici est quelque chose que je ne tiendrai jamais pour acquis. Jusqu'au prochain chapitre, trouvez votre lumière et laissez-la briller.